Bienvenue sur Mindset, le podcast qui décrypte l'état d'esprit, les stratégies et les domaines d'expertise d'entrepreneurs de talent. Quand j'ai choisi la voie de l'indépendance, je me suis rendu compte qu'au-delà d'être un bon coach, il fallait aussi que j'apprenne à devenir un bon entrepreneur. Je suis Loïc et toutes les semaines, je recevrai des potes entrepreneurs qui ont déjà fait un bout de chemin, qui ont développé une vision business et une expertise forte et qui ont réussi à se faire un nom. Ils te partageront leur parcours, leurs stratégies, les erreurs qu'ils auraient préféré éviter. Ils te donneront aussi des conseils en lien avec leur domaine d'expertise pour te permettre d'aller le plus loin possible dans ton aventure entrepreneuriale. Mets-toi à l'aise et bonne écoute. Alors, bienvenue sur cet épisode de Mindset. Aujourd'hui, je reçois Bettina Sertori, la Queen Bee du copywriting. Salut Bettina. Salut, comment tu vas? Nickel, et toi? Parfait. Parfait. Sans trop tarder, je vais pas tenter une présentation que tu feras sans doute beaucoup mieux que moi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs? Ouais, alors moi c'est Bettina, j'ai 27 ans et je suis ghostwriter sur LinkedIn. Donc en gros, mon taf, c'est d'écrire des contenus sur LinkedIn pour les CEO solopreneurs. Je travaille avec beaucoup de solopreneurs et le but, c'est de leur faire gagner en visibilité pour qu'ils puissent décrocher des opportunités sur le réseau. Entre copywriting et ghostwriting, du coup, c'est quoi la différence? Bah, Comme ça, on j'applique. pose des termes techniques. Ouais. Pour écrire du contenu sur LinkedIn, il faut avoir des compétences en copywriting, parce que c'est l'art de vendre avec les mots, le copywriting. Et sur LinkedIn, si tu veux décrocher des opportunités, il faut savoir vendre avec l'écrit, avec son contenu. Ghostwriting, c'est qu'en fait, moi, je suis la plume de quelqu'un. Donc, je suis dans l'ombre d'une personne, j'écris à sa place, et en général, j'écris pour des gens qui n'ont soit pas le temps de mettre en place leur stratégie de contenu, soit qui sont vraiment nuls à l'écrit, et ils n'ont pas envie d'apprendre ce que je comprends. C'est pas la zone de génie de tout le monde. Moi, vraiment, le truc, c'est que je suis dans l'ombre et je permets de décharger un peu mentalement de tout ce que la création de contenu peut apporter dans un quotidien. Je le sais bien, parce que je le fais aussi pour moi. Donc, c'est juste ça. En fait, je suis un peu... Tu sais, c'est comme les gens qui écrivent les biographies des stars, tu vois. Bah, moi, j'écris pour les stars de LinkedIn. T'as toujours fait ça? Non, moi, j'ai démarré alors, j'étais rédactrice web au départ. Quand je me suis lancée, avant, j'ai fait plein de métiers qui n'ont rien à voir avec ça. Et je me suis lancée en rédactrice web SEO. Et j'ai fait ça pendant 1 an, ça a été 1 an de calvaire. J'ai détesté. Et qu'est-ce qui a provoqué le point de bascule entre le rédac web, SEO et le ghostwriting? Bah, j'ai commencé à publier sur LinkedIn en novembre 2022, si je me souviens bien. Et genre, au bout de 2 mois, il y a une agence qui est venue me demander d'écrire les posts LinkedIn de leurs clients. J'avais jamais fait. Et je me suis dit, bah oui, on va voir, quoi. Et en fait, avec le contenu que j'écrivais sur LinkedIn, tout a commencé à se déclencher quelques mois après. Et on m'a vraiment fait que des demandes de ghostwriting sur LinkedIn. Donc je me suis dit que j'avais un truc à choper et j'y suis allée à fond, quoi. Et ça fait 8 mois que je fais que ça. Et ça marche très bien. Donc c'est vraiment l'opportunité qui t'a amené sur ça et qui t'a permis ensuite de décoller rapidement. C'est ça. Moi, en plus, ça m'a permis de faire décoller mon contenu. Puis après, en plus d'écrire pour des gens, j'ai développé des offres de coaching aussi. Enfin, c'est vraiment parti d'un truc au hasard où je me suis dit, tiens, je vais me lancer et je vais tenter. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment trouvé ma zone de génie et ça fonctionne, quoi. L'offre de coaching, elle s'est montée comment? À quel moment c'est arrivé? Alors, j'ai pas de souvenir précis. Je crois que j'ai voulu lancer un premier accompagnement il y a quelques mois. Où c'était ouais, un coaching d'1 heure et je corrigeais des posts et tout. Mais en plus, j'ai lancé ça à un prix dérisoire. Ça devait être à peine 50 euros le coaching, quelque chose comme ça. Et puis parce que je me suis rendu compte que l'audience que j'avais, elle était composée de plein de freelances. Et moi-même, freelance, je sais à quel point ça peut représenter un budget conséquent de faire appel à un ghostwriter. Mais qu'en même temps, en tant que freelance, la création de contenu, c'est un super accélérateur pour son business, parce que enfin, c'est les résultats que j'ai eus. Moi, c'est parce que j'ai créé du contenu que j'ai une activité stable maintenant. Donc, je me suis dit que je pouvais essayer de créer quelque chose qui me permettait, et à la fois moi, de pas perdre trop de temps sur ma semaine, mais d'apporter le maximum de valeur sur 1 heure de coaching avec un suivi. Et ça s'est développé comme ça et je développe encore l'offre maintenant. J'essaye de l'élargir un peu, mais je garde toujours ce truc de coaching qui est pas trop cher non plus et que tu peux te permettre d'avoir juste pour débloquer la petite compétence qui te manque, quoi. Et le nomadisme au milieu de tout ça, c'est arrivé comment? Alors le nomadisme, longue histoire. En gros, j'ai vraiment commencé à faire... Moi, je me suis lancée en 2021 en freelance.
2022, je décide de... Il y a eu un moment de latence où j'ai pas bossé pendant 4 mois. Et puis quand je me suis relancée en 2022, j'étais à Nantes et j'étais pas trop à l'aise. Parce qu'en fait, j'avais un truc qui me permettait de bosser n'importe où et je voyais pas l'intérêt de rester chez moi. Donc je me suis dit, on va tenter un premier voyage. Je suis partie en Europe pendant un mois. J'ai fait un road trip en train pendant un mois. C'était génial. Et j'ai vu que j'arrivais à plus ou moins bien m'organiser. Et puis, gros hasard, je rentre à Nantes, mon coloc me dit qu'il s'en va et moi je prends ça comme un signe de l'univers. Et du jour au lendemain, je rends l'appart, je vends tous mes meubles et je pars toute seule en Asie. Ça date d'il y a un an là. Et en fait, je fais que ça maintenant. Si tu devais comparer ton parcours à un livre, à un film, à une série, à quoi ça te Euh, ferait penser? un livre, en ce moment, dernièrement, je m'identifie beaucoup à Mange, Prix, aime. Je sais pas si tu vois, tu connais le film, si. Je m'identifie beaucoup à ça, peut-être parce que je suis à Bali et qu'à la fin elle est à Bali, enfin, j'en sais rien. T'as vraiment ce truc de... Il y a une grosse période de ma vie où j'étais complètement perdue, je savais pas où j'allais et j'ai tout plaqué du jour au lendemain. Quand mon premier gros voyage en Asie l'année dernière, je suis partie, je faisais à peine 1 000 € de chiffre d'affaires et j'avais aucune économie. Je suis partie comme ça. Puis les voyages ont commencé à m'aider un peu, puis j'ai fait des belles rencontres qui m'ont apporté des clés et j'ai continué à aller là où j'avais envie d'aller parce que c'était mes rêves. Et finalement, Bali a un peu été l'année dernière l'élément déclencheur de OK, c'est la vie que je veux et j'en suis capable. Et donc j'ai pas lâché et j'en suis là aujourd'hui, tu vois. Je le vois un peu comme ça. Après, Là, je si je pourrais me plante comparer pas, à t'es en Thaïlande. Ouais, non. Ouais, après, tu vois, je pourrais comparer à d'autres films où t'as aussi, alors j'aurais pas des noms, mais tu sais, les films où t'as des entrepreneurs un peu le loup de Wall Street, mais alors que ma vie est différente, tu vois, mais tu sais où tu te lances, tu sais pas trop pourquoi tu te lances, tu sais pas ce que tu fais, mais tu le fais quand même, quoi. Et justement, le pourquoi tu te lances aujourd'hui, c'est quoi ta mission? Ma mission au départ, elle est ultra. Alors, je sais pas si c'est égoïste, mais en tout cas, elle est vraiment que pour moi au départ. C'est vraiment cette ambition de. Moi, je suis copywriter, ghostwriter parce que je veux être auteur un jour. Et mon plan, c'est d'avoir un business qui roule sans moi pour que j'ai le plus de temps possible pour écrire des livres. Donc, j'ai vraiment genre cette volonté. Mon why, c'est d'avoir cette vie d'auteur, artiste qui me convienne, tu vois. Et puis, je crée une audience maintenant et je vois les retombées que je peux avoir sur certains de mes lecteurs. Et ce qui s'est rajouté à ma mission, c'est cette volonté de montrer aux autres que peut-être qu'à l'école, on t'a dit que tu savais pas écrire, mais tu as des choses à dire, tu es quelqu'un d'unique et tu as le droit de le montrer aussi. C'est quelque chose que t'as entendu à l'école, justement, le fait que tu savais pas écrire? Non, moi, on m'a dit que non, pour l'écriture, ça va, mais on m'a toujours dit que j'aurais une vie avec un petit boulot pas forcément intéressant. Alors, par rapport à là où t'en es, j'ai l'impression que t'es en train de construire la suite. Je pose les briques de base qui me serviront de socle pour construire le reste de l'édifice. Ce qui est intéressant avec les solopreneurs, avec les freelances, c'est qu'il y a toujours une vision après, tu vois, et que l'étape actuelle contribue d'une certaine manière à qu'est-ce que je construis sur cette base-là par la suite. Je trouve Ouais. ça hyper cool. Ouais, en fait, en plus, le plan s'est dessiné pendant que je construisais mon activité. Mais la première brique, ça a été, il faut que tu trouves suffisamment de clients qui vont t'assurer un CA qui te permet de vivre, en fait. Et une fois que ça c'est fait, là, tu peux commencer à réfléchir à scaler à d'autres choses. Donc là, c'est bon. J'ai ma base de clients qui me fait 5 000 € à peu près de chiffre d'affaires par mois. Donc, c'est une super sécurité parce que du coup, moi, derrière, je me dégage un bon salaire quand même. Et là, maintenant, c'est bon. Je suis à l'étape d'après où je cherche à scaler. Et moi, mon plan, c'est de construire une formation avec une communauté que je vais suivre en illimité, tu vois. Et d'avoir cette formation avec cette base de clients qui va travailler pour moi, où j'aurais besoin de faire des lancements pour capter des clients tous les 3 à 4 mois et avoir cette source de revenus en plus. Et après, quel est le plan? Je ne sais pas. On verra ce que ça m'apporte comme opportunité. Et c'est un peu de ça aussi. Au début, tu cherches un peu et après, tu te dis, ah, peut-être que je vais faire ça. Puis en fait, il y a d'autres opportunités qui viennent à toi. Puis tu rencontres du monde, donc tu as d'autres projets qui se dessinent. Pour l'instant, j'ai un plan en 2 étapes. On verra à la fin de la deuxième étape comment ça se passe pour moi et ce que je peux déclencher derrière comme autre projet. Et la partie lancement, tu l'anticipes comment à ce stade? Lancement d'information. Ouais. Comment j'ai peur. Non, mais c'est parce qu'en plus, toute la technique marketing va reposer sur de la masterclass, du contenu sur LinkedIn, etc. Et en fait, c'est pas forcément de vendre qui me fait peur parce que je suis relativement confiante sur mon audience et je pense que ça le fera.
Ça va être plus gérer le flux derrière et être certaine que j'apporte de la valeur et que j'aide vraiment, tu vois, qu'il se passe quelque chose, tu vois. J'ai vraiment envie de créer quelque chose qui est impactant. Donc, c'est pas forcément la mise en place ou le lancement, c'est plutôt l'après. Comment moi je vais gérer. Et l'après aussi, si ça marche super bien et que j'ai beaucoup de clients, bah en fait, si je commence à me dire peut-être qu'il va falloir que je délègue et que j'embauche, genre une assistante virtuelle, une customer care manager, tu vois, des gens qui vont travailler pour moi aussi, qui vont m'aider à faire des choses que j'aurais pas le temps de faire, parce que j'ai d'autres clients aussi, tu vois. Donc en fait, il y a beaucoup de questions. La première étape du freelancing, on a l'impression que c'est super difficile, mais c'est quand tu scales que ça devient compliqué. Parce que tu as des problèmes qui t'arrivent que tu n'avais jamais anticipé au départ quand tu t'es lancé, en fait. C'est ça, au départ, tu avais tes problèmes, ensuite, tu dois gérer les problèmes de tes clients, les problèmes des Mm. personnes avec qui tu bosses. Mais chaque étape dans l'indépendance est une étape vers de nouveaux problèmes. C'est exactement ça. Comment tu sauras que tu apportes suffisamment de valeur, que voilà, c'est suffisamment solide par rapport à ce que tu voulais? À quoi tu pourras le Bah, mesurer? par rapport au retour de mes clients et aux résultats qu'ils font grâce à ce que je leur enseigne, c'est déjà la base, tu vois. Après, je vois aussi l'impact que j'ai via les retours que j'ai, mais simplement avec mon contenu et les opportunités qu'on m'apporte. Mais de toute façon, ce qui compte le plus, c'est de satisfaire ses clients et de voir que tu les amènes d'un point A à un point B et qu'ils ont des résultats. Je pense que c'est que comme ça que tu peux mesurer l'impact. Ou alors, j'ignore encore des trucs, c'est possible. Les principales difficultés que tu as rencontrées entre ton lancement et aujourd'hui? Apprendre à me vendre. J'ai pas jamais appris à me vendre moi et en plus, tu vois, pourtant j'ai fait une école de communication et de marketing où il y avait des petits cours de vente et cetera. Le problème dans les écoles comme celle que j'ai faite, c'est qu'on t'apprend des techniques pour être, salarié et on te pousse pas à devenir entrepreneur. Donc je suis vraiment arrivée dans un truc où je savais pas du tout où je mettais les pieds et en fait, la création de contenu, c'est la brique de la conversion. Mais à partir du moment où tu captes ton lead et tu dois lui parler et lui vendre, c'est un autre jeu. Et apprendre à vendre, c'est super difficile parce que c'est à la fois vendre ton offre, mais aussi te vendre toi en même temps. Ça a été le truc qui m'a fait perdre le plus de temps, je crois, et le plus d'opportunités au début. Je savais pas me vendre du tout. Mais genre pas du tout, quoi. J'étais trop conciliante, je mettais pas les bases. En plus, mes prix étaient hyper faibles. Et après, je sais, au début, je pensais que c'était moi qui étais nulle. Et puis en fait, quand tu commences à parler à des gens, on passe tous par la même étape. On galère à se vendre, on fixe mal ses prix et on fait un peu n'importe quoi au début, quoi. C'est un petit peu ça. Et justement, qu'est-ce qui a été le déclic pour toi? Ça a été quoi les différentes briques, les différents déclics que tu pourrais identifier et où tu t'es dit, tiens, j'ai franchi un step dans mes compétences en vente? Bah alors, déjà, moi, pour m'aider, j'ai investi dans un accompagnement. Les dernières briques que j'avais en économie, je les ai mises là-dedans. Donc, ça m'a donné quelques solutions. Et puis, j'ai appris aussi à... En fait, ça a été une grosse part de confiance en moi dans la vente. Parce que je me sentais pas forcément légitime de ce que j'étais en train de faire. Puis, tu sais, genre, je sauve pas l'humanité non plus, quoi. Je sauve pas des vies avec ce que je fais. Donc, c'est super compliqué de vendre un truc aussi. Puis, c'est un métier de la communication. Alors, du coup, tu sais, les gens se disent, oui, bon, bah, si ma petite sœur, elle sait utiliser Instagram, elle le fera pour moi. Enfin, c'est super compliqué de vraiment prouver. Puis moi, j'ai une obligation de moyens et pas de résultats. Donc, il y avait vraiment cette barrière où je me disais, non, mais en fait, je sers à rien. Et c'est pratiquement sûr qu'il me dira non. Ce qui a vraiment changé, c'est mon état d'esprit en mode, non, si la personne m'a contacté, c'est qu'elle a vraiment besoin de moi. Je sais ce que je suis capable de faire. Donc, je vais lui montrer par A plus B que je suis capable de le faire. Puis après, t'as toutes les autres petites techniques où quand tu termines un appel de vente, tu reproposes un autre rendez-vous parce qu'entre-temps, tu auras envoyé une proposition commerciale et tu laisses pas en fait ton prospect s'échapper. Hmm. Tu as le rendez-vous, tu envoies une propale et tu refixes un rendez-vous tout de suite pour être sûr de le recapter et d'officialiser la vente ou non, tu vois. Mais c'est vraiment... En fait, la vente, c'est une sécurité. C'est plein de... Tu construis une maison, une espèce de prison, entre guillemets, autour de ton prospect pour pas qu'il s'en aille, quoi. Hyper intéressant. Et au niveau de la confiance, du coup, qu'est-ce qui t'a permis? Alors, il y a le fait de se dire, tiens, le client a fait appel à moi, donc il a un besoin. Il y a eu Ouais. besoin de te rassurer sur la valeur de ce que tu produis, sur le fait que bah, c'est quand même un moyen qui est intéressant, qui a de la valeur. Mais encore aujourd'hui, j'ai besoin qu'on me rassure, hein. C'est le truc. En fait, c'est super difficile parce que t'es tout seul à la tête de ton business et c'est super dur de prendre du recul sur ce que tu fais quand t'es tout seul. Et là où les choses ont changé, c'est que déjà avec ma création de contenu, j'ai eu des résultats. Donc on a commencé aussi à me valider dans mon métier et mes pairs ont commencé à me valider et j'ai créé un réseau de gens qui sont aussi experts que moi et qui reconnaissent mon expertise. Mm. Parce que tu peux avoir des gens, mais qui n'ont rien à voir avec ton domaine d'activité, qui vont te reconnaître, et c'est trop cool. Mais là, moi, où les choses ont commencé à vraiment me rassurer, c'est parce que mes compères m'ont validé aussi. Ils m'ont dit non, mais c'est bon,
t'inquiète. Ton expertise, elle est validée à 100% et tu peux y aller. Faut se construire un réseau. Il n'y a rien de mieux que le réseau quand on est indépendant. Et qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Tu me disais, il y a un accompagnement pour apprendre à te vendre. Est-ce que tu as des ressources, des lectures, des rencontres, des choses que tu as pu faire? Alors, il y a Laurine Bemer qui m'a énormément aidée. Moi, c'est ma mentor avec sa formation social hacking et à la fois dans la création de contenu et dans le suivi qu'elle apporte. Moi, c'est elle qui clairement m'a aidée à construire des offres. Toi et moi, on s'est rencontrés chez les punks du web aussi, moi qui au début m'a énormément aidée, mais surtout dans le boost de confiance. Parce que quand c'est Hmm. chapeauté par un gars comme Thibault Louis, c'est soit t'aimes pas, soit tu prends les conseils et tu tentes. Et j'ai tenté et ça a marché. Et après, en lecture, moi, je lis très peu de livres business. J'en lis très très peu. Parce que j'estime que ce qui va me faire avancer dans mes skills en copywriting, ça va pas être le business, ça va être la fiction. Donc je lis beaucoup, mais pas de livres business en général. Yes. Euh, Et tu parlais ouais, de Laurine, de Thibaut, justement, ils font déjà le travail d'avaler des quantités de livres business et de nous sortir des ouais. digests aussi. Ouais, c'est ça. Tu fais ta veille en fait. Tu fais ta veille et puis Hmm. il y a là où tu apprends le mieux, c'est surtout en contact avec tes clients, je trouve. C'est avec eux que tu Clairement. construis une offre. Plus tu as de retours, plus tu as de demandes et tu prends leurs objections, leurs douleurs, etc. C'est avec eux que tu apprends en fait. Parler constamment avec sa cible et ses clients, faire beaucoup de veille sur les réseaux. Et il faut surtout pas hésiter à investir des billes dans des formations et des accompagnements one-to-one parce que ça donne un coup de boost énorme. Clairement. Et c'est hyper intéressant cette partie, aller parler à ta cible et prendre leurs objections. En général, une des approches qui bloque le plus, c'est attendre que ton offre, pour te dire c'est bon, ils vont acheter. Mais justement, se dire tiens non, en fait, la vente, c'est aussi être OK avec le fait d'aller prendre des objections, avec le fait d'aller prendre des refus et Ouais. construire, affiner au fur et à mesure. C'est prendre du risque à un moment donné. Il faut prendre du risque. Et moi, j'ai fait des lancements de coaching qui n'ont pas marché et c'est OK. Ça arrive. De toute façon, dans le parcours d'un entrepreneur, c'est 80% de fois où tu te plantes et tu te prends des murs, mais le reste, tu l'apprends et sur les 20% qui restent, tu vas réussir. Mais du coup, tu feras certainement 10 fois mieux que si tu n'avais pas appris avec tes échecs. Et les offres, ça se construit avec le client. Moi, j'ai vraiment tout construit parce que je créais du contenu et les commentaires, en fait, révélaient des douleurs chez mes clients. Et c'est avec ça que j'ai fini par construire mes offres et en leur parlant et en vendant des offres à bas prix au début parce que du coup, j'ai pu discuter vraiment one-to-one avec mes clients et vraiment comprendre là où ça pêchait, ce qui allait pas et puis en sautant dedans, quoi. De toute façon, si tu sautes pas dedans, tu sauras pas. Et l'offre parfaite, je suis même pas sûre qu'elle existe non plus. Et l'offre parfaite, si elle existe, elle se construit avec le temps, pas en faisant, pas tu sais, en ayant ton parfait site web avec les posts parfaits. C'est tes clients qui font ton offre parce que tu réponds à une douleur chez eux. Donc, Hmm. ça sert à rien d'attendre que ça soit parfait. Tu l'as construit avec eux. Tu vas construire avec eux, ouais. Aujourd'hui, les 3 meilleurs conseils que tu te donnerais à toi il y a 2, 3 ans. Alors, moi, si je me voyais il y a 2, 3 ans, déjà, je lui dirais juste que ça va bien se passer et qu'il faut qu'elle garde confiance. C'est que tout se fait dans le chaos au départ, mais que tu peux pas avoir de résultats sans chaos. De toute façon, t'es obligé de passer par une période de chaos. Je lui dirais de pas trop écouter ce que les autres essayent de te dire. Enfin, tous les gens qui sont en dehors de cette bulle entrepreneuriale, quand ils sont pas là pour te soutenir, mais te donner des conseils non sollicités, bien rester à l'écart de ça. Ça peut être super toxique. Je me suis fait avoir un peu au début. Et un autre conseil que je lui donnerais, franchement, il y a 2, 3 ans, si j'avais été peut-être un peu plus smart, j'aurais déjà commencé à créer du contenu et peut-être que je serais déjà plus loin. J'en suis sûre Démarre plus même. tôt. Ouais, démarre plus tôt, ouais. Attends pas. J'ai trop attendu aussi d'être parfaite, faut démarrer plus tôt. Faut y aller. Ça rejoint un petit peu ma prochaine question. Si tu pouvais changer un élément de ton parcours, ce serait quoi? Euh, quand j'ai vraiment décidé d'en faire un truc à 100%, vraiment 100% en 2023, fin 2022, j'ai succombé au marketing agressif. Et du coup, j'ai payé 1800 balles dans une formation qui m'a servi à rien. À l'époque, si je pouvais retourner en arrière, j'aurais réfléchi un peu plus. C'est quoi le marketing agressif? Bah, je me suis fait avoir parce que j'étais vraiment dans un moment de désespoir. J'avais la dalle, quoi. Et je me suis fait avoir par le discours de ouais, mais tu sais, si t'investis pas, tu n'arriveras jamais à rien. Et tu resteras une pauvre salariée toute ta vie. Et tu seras nulle. Donc c'est maintenant qu'il faut que t'achètes. Ça, c'est du marketing agressif. Il faut pas succomber à ça du tout. Faut faire vraiment attention.
Pas hésiter à demander c'est pour ça, d'où l'importance de se créer du réseau. Pas hésiter à demander des conseils, des insights d'autres personnes qui auraient peut-être pu avoir cette formation-là, etc. À pousser les recherches un peu. Je sais que dans l'entrepreneuriat, on dit qu'il faut passer à l'action super vite, et c'est vrai. C'est hyper vrai. Il faut passer à l'action vite. Par contre, quand il s'agit, je pense, de mettre une certaine somme, réfléchissez un peu plus longtemps, quand même. Tu vois, il y a tous les introvertis qui doivent se dire ouais, mais dans la plupart des cas, faut parler aux gens. Bah oui, en fait, que ce soit les clients, que ce soit les personnes du réseau, les gens sont beaucoup plus accessibles que ce qu'on pense en premier lieu. Ouais. C'est pas un nombre d'abonnés qui va faire que. Et puis au pire, si la personne n'est pas OK pour donner un conseil ou autre, bah, elle nous le dit. Mais il y a beaucoup de gens qui freinent devant. Je vais aller parler aux gens parce que je vais déranger, parce que je vais leur prendre du temps, qu'ils n'ont pas que ça à faire. Bah oui, mais en même temps, on peut pas prendre complètement la responsabilité des gens qui vont nous répondre. Dire tiens, bah, Ouais. dans tous les cas, on demande et puis si ça lui va pas, il nous le dit. Et au pire, on nous répond pas, les gens nous doivent rien, quoi. Hmm. Donc c'est pas grave. Et il y aura d'autres gens pour te répondre. C'est OK. Moi, au début, j'ai très peu parlé à des gens. J'étais vraiment dans ma petite bulle et tout. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à m'exprimer sur les réseaux et à parler à des gens que ça a explosé. Donc c'est parce que... Et il y a plein de gens qui m'ont pas répondu et qui me répondront jamais. Et c'est pas grave. Et moi, je réponds pas à tout le monde non plus. Bah, si c'est pas moi qui donne la réponse, ce sera quelqu'un d'autre et c'est OK, hein. Les 3 meilleurs conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la publication sur les réseaux sociaux ou sur LinkedIn plus spécifiquement. Faut pas hésiter à être soi-même. Ça, pour moi, c'est le truc le plus important. Quand j'ai démarré sur LinkedIn, j'avais une image un peu lisse et tout. Et c'est l'été dernier, quand j'ai vraiment commencé à parler à écrire comme je parle, à faire des blagues, à vraiment être moi-même à 100%. Là, il s'est passé un truc de fou et j'ai décollé. J'ai eu une croissance de malade en 6 mois, tu vois. Et c'est vraiment une des clés de la croissance de mon business. Donc, vraiment, rester soi-même, quoi. Et pas se prendre la tête. Moi, si la police de l'orthographe me gonfle. C'est OK si vous n'êtes pas des pros de l'écriture et que vous faites des fautes et parfois il y a des phrases qui n'ont pas de sens, c'est pas grave. Dans la création de contenu, il faut quand même aussi jouer le jeu de l'algo, parce que les algorithmes ont des exigences et il faut le jouer. Donc, commenter des publications, aller envoyer des messages, répondre à ses commentaires. Faut jouer un peu ce jeu-là et parfois faire aussi des posts qui parlent de soi. Tu mets la barrière où tu veux, mais parler de soi, c'est la meilleure manière de créer du lien, parce que quand on achète quelque chose, c'est parce qu'on apprécie. On achète par l'émotion, et pour créer de l'émotion, il faut un peu parler de soi pour créer du lien et pouvoir convertir des leads derrière. Et le dernier conseil que je donnerais, c'est il faut avoir le blocage facile. Des gens qui t'aiment pas, il y en aura, et des gens qui vont vouloir te détruire, il y en aura tout le temps. Quand on crée du contenu, il faut garder en tête qu'on le fait pour générer du business et pas pour plaire à des idiots qu'on connaît pas. Donc, ayez le blocage facile. Quand ça arrive, et passez à autre chose. Et on voit rarement le lien entre le fait de commenter des posts, d'envoyer des messages finalement et la manière dont ça fait plaisir à l'algo. Il y a deux choses. Quand tu vas, toi, aller commenter chez des gens, l'algo va voir que tu es actif sur sa plateforme et que tu es là aussi pour la faire vivre. Parce qu'un algo, il vit grâce aux interactions. Donc ça, déjà, c'est un bon signal. Répondre aussi à ses propres commentaires sous ses posts, ça favorise d'une part justement ces interactions et aussi le dwell time. Parce que le dwell time, c'est le temps passé sur des posts. Plus il y a de commentaires, plus les gens après qui vont passer sur ton post vont voir qu'il y a beaucoup de commentaires. Donc ils vont comprendre que ça a suscité de la réaction, et ils vont aller lire les commentaires des autres et ils vont aussi aller prendre part aux discussions. Donc pour l'algo, c'est un super bon signe, parce que ça veut dire que ton contenu, il intéresse les gens, que du coup tu crées un engouement sur sa plateforme et qu'il y a des gens qui viennent interagir et créer des conversations. Et l'algo, lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'il y ait des conversations qui soient créées en commentaire. Donc en fait, quand tu joues ce jeu-là, toi, plus tu vas jouer le jeu, plus après tes contenus, il va les pousser, parce qu'il sait que grâce à la fois tes contenus, aux interactions que tu mets en place, bah tu pousses l'effervescence sur sa plateforme. Et en plus, il y a le jeu aussi du donner pour recevoir. Plus tu donnes de la force aux autres, plus ils seront enclins à venir de te donner la force aussi. Et là, ça crée des belles opportunités. Les principaux freins que tu rencontres chez tes clients aujourd'hui qui te consultent et qui doivent passer à l'action de publier sur les réseaux sociaux. Un des plus gros, c'est la peur de parler d'eux et de pas savoir quoi dire et de pas être intéressant. On est tous intéressants, on a tous des choses à dire. Surtout que tu vois, au début, LinkedIn, il y a encore quelques temps, c'était vraiment une plateforme où ça parlait que business et tout. Là, maintenant, tu as plein de coachs sportifs, de thérapeutes. Enfin, tu vois, tout le monde a sa place sur le réseau et tout le monde a des trucs à dire.
Il y a aussi cette peur de ce truc de pas savoir écrire. Parce qu'à l'école, on nous a pas mal appris à écrire, mais selon le point de vue de quelqu'un d'autre. Et on nous a jamais trop, je trouve, forcé. En plus, j'ai un bac L, donc j'ai des bons souvenirs. On nous a jamais trop donné les clés pour exprimer sa propre opinion à l'écrit. Mm. Et on sait pas comment le mettre en forme. Et en plus, faut appliquer des règles de copywriting, donc c'est un gros bordel. Donc c'est un peu un des freins. Et puis il y a aussi ce truc des haters et des gens qui vont essayer de te... Il y a plein de gens qui n'ont pas envie de prendre ça tout seul sur leurs épaules, quoi. Et je comprends, hein. Surtout des femmes en général, mais je le comprends. Et c'est cool Yes. d'avoir quelqu'un qui est là pour te porter, quoi. Trop bien. Et justement, tes super pouvoirs à toi pour porter tes clients quand ils rencontrent ces freins, ce serait quoi? Je crois que j'ai une grosse énergie que je sais pas trop comment j'arrive à transmettre, mais que je transmets, qui donne pas mal de motivation. Et, euh, et puis j'ai vraiment cette facilité à les écouter et à retranscrire qui ils sont à l'écrit. Et du coup, ça les rassure. Parce que peu importe ce qu'ils ont eu comme parcours, ce qu'ils ont comme histoire ou ce qu'ils ont à proposer, je trouve toujours le moyen de le mettre à l'écrit et ça les rassure beaucoup. L'accompagnement client qui t'a le plus marqué? Alors, j'ai pas le droit d'en parler, enfin de dire le nom en tout cas. Mais il y a eu un moment où je m'étais donné comme objectif de travailler pour cette personne-là. Et ça fait 3 mois que cette personne m'a contactée en me disant, en fait, je ne veux que toi, je veux travailler avec personne d'autre et qui est maintenant ma cliente. Et ça, c'est une énorme victoire pour moi. Tu sais identifier ce qui fait justement que ça a pu arriver? J'ai créé du lien avec la personne et je sais que c'est grâce à mes techniques d'écriture et à mes compétences en copywriting et le fait que j'arrive moi aussi à exprimer mes opinions hyper facilement que ça l'a rassurée dans le fait que j'étais la personne qu'il lui fallait. Parce que je l'ai ouverte en fait. J'ai commencé à dire des choses en ligne et voilà. Trop bien. Ton organisation du moment, ça ressemble à quoi? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En fait, comme là, j'ai tous ces clients-là, puis j'essaye d'avoir ce side project de formation à le mettre en place. Et je suis arrivée à un moment, et je sais que je suis pas la seule, mon activité est stable en soi, mais ma grosse peur, c'est de décevoir mes clients. Donc, et puis aussi parce que tu peux tout perdre du jour au lendemain. Ça m'est déjà arrivé, enfin, l'hiver dernier, j'ai perdu les 3 clients que j'avais d'un coup, tu vois. Donc, je sais que je suis à l'abri de rien. Et du coup, j'ai ce stress de me dire, il faut que je sorte cette formation et puis je pourrais créer ça aussi et le vendre et machin. Mais du coup, il faut que ça se cale dans mon emploi du temps. Et en même temps, j'ai aussi compris qu'un business stable, c'est un entrepreneur stable dans sa tête. Donc, j'ai aussi tout ce travail-là à faire. Donc, il faut qu'elle ait des moments pour soi. Et là, j'essaye de... Justement, je viens de payer un accompagnement pour être aidée, pour avoir les semaines plus ou moins idéales et vraiment bosser sur mes moments de productivité et optimiser tout ça. C'est super compliqué. Ça, c'est un défi que j'avais pas du tout anticipé. Moi, je m'étais toujours dit, si de toute façon, tu es suffisamment passionné, tu arriveras à le faire. La passion, ça suffit pas toujours. C'est vraiment la phase post-KO où on commence à réagencer Ouais, un petit peu les différentes briques pour recréer une forme d'équilibre et de c'est stabilité. ça. C'est la structuration, quoi. Ouais, complètement. Il y a une routine déjà que tu as ou tu as réussi à mettre en place et que tu lâcheras pour rien au monde? Ma routine du matin, elle est ultra simple. Je lis et j'écris. Et je fais du journaling tous les matins et je lis. Ça, c'est vraiment un truc que je fais tout le temps. Sinon, après, j'essaye de vraiment, genre, je sais que mes projets clients, c'est souvent le mercredi, jeudi que je bosse dessus. Le reste du temps, ça va être des projets pour moi. Et ma création de contenu, ça sera toujours pour moi le lundi, parce que c'est le jour où je suis en début de semaine, pic de créativité, donc là, j'y vais. Et là, j'espère que ma routine sportive que je suis en train de mettre en place va tenir sur le long terme, mais ça, c'est encore plus dur que... Je crois que c'est encore plus dur que de scaler un business, ça, pour moi. C'est le temps que ça se mette en place. Le Ouais, temps de lecture et d'écriture le matin, ça te prend combien de temps? 1 heure et demie, un truc comme ça. Ouais. Par rapport à la suite de ton parcours aujourd'hui, c'est quoi les prochains enjeux, les prochains challenges pour toi? Je pense que le gros prochain challenge, il va être ultra développement personnel. C'est vraiment genre essayer de vraiment acquérir cette confiance à 100% et me mettre moi en priorité et arrêter de culpabiliser parce que j'ai pas les journées de X, Y.
comme on voit sur LinkedIn aussi. Il y a vraiment ce problème de comparaison et de gros manque de confiance en moi. Et puis, j'espère vraiment réussir à faire de l'autre gros challenge, c'est vraiment d'installer cette formation, cet accompagnement, de déléguer un maximum et d'enclencher ce projet livre que j'ai vraiment envie de mettre en place, quoi. T'as déjà une idée des thématiques que tu vas aborder dans tes livres? Oh, ça serait, ouais, il y aurait une idée je prendrais un personnage fictif, mais vraiment basé justement sur mes 3 ans d'entrepreneuriat et de femme qui se construit aussi dans la société dans laquelle on est. Tu vois, il y a plein de défis auxquels tu fais face. Et il y a une espèce d'idée d'histoire qui commence à se construire autour de ça. Mais je suis vraiment à une phase. C'est vraiment les prémices, quoi. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai en tête. Je le pose sur le papier et on verra comment ça se construit. Mais est-ce que ce sera plus horrible que de scaler un business? Je ne sais pas. On verra bien. Ça reste un projet, quoi. Ça reste un challenge. Et Ouais, puis les premières phases d'idéation qui prennent toujours un petit peu de temps. Et puis il y a le moment où ça devient le moment. C'est bon, j'en ai assez, je peux c'est démarrer. ça. C'est ça. Mais j'essaye d'appliquer ce que j'applique en business, c'est pas attendre trop longtemps avant de le faire et sauter dedans et quoi qu'il arrive, ajuster en cours de route, quoi. Yes. Comment tu sauras justement que tu as gagné en confiance en toi, que tu es bien aussi par rapport au fait que tu te mets suffisamment en priorité? Je sais pas comment on peut le savoir. Peut-être que je le saurais quand j'arrêterai de culpabiliser pour rien. Et je sais pas vraiment comment est-ce qu'on sait ça. Parce que je le sais pas encore. Donc peut-être que je le saurai sur le moment voulu. Mais non, je pense que je le saurai, ouais, quand il y aura cette espèce de culpabilité un peu mauvaise qui me ronge un peu. Et là, tu vois, je commence aussi à voir, l'anxiété, je la connais, donc je la gère mieux. Et je vois que mes journées sont plus tranquilles. Donc je sais que je suis sur la bonne voie, tu vois. Mais et après, très honnêtement, moi je sais que je suis sur la bonne voie aussi, tout simplement parce que j'ai plus de pression financière et que j'ai plus la dalle de survie comme j'avais avant, tu vois. Faut pas se Hmm. leurrer, hein, dès que tu commences à avoir de l'argent, il y a beaucoup de choses qui s'apaisent quand même. Clairement, c'est Anthony Bourbon qui disait en fait, j'ai essayé d'être pauvre, j'ai essayé d'être riche, si on me donne le choix maintenant à 100% des fois, je choisis d'être riche. Bah ouais. Eh oui, parce que j'ai plus cette angoisse de déclarer mon CA. Alors déjà que c'est angoissant d'aller sur le site de l'URSSAF, alors en plus quand tu déclares un vieux chiffre d'affaires et que tu dois payer les taxes et tout, c'est un enfer. J'ai plus cette angoisse-là. Et si là, moi j'ai juste hâte de rentrer en France pour faire kiffer ma famille aussi, quoi. Et puis je réfléchis plus quand j'ai envie de payer un accompagnement. Je réfléchis plus quand j'ai envie de me faire un bon resto. Je réfléchis moins quand je fais du shopping. Enfin, ça change tout dans un quotidien d'avoir cette aisance un peu. À quoi tu vois que la pression financière, elle est plus là dans ton quotidien? Il y a des Bah, trucs en particulier justement où tu te sens moins sous pression, moins... mais déjà, je suis folle, ça faisait 9 ans que j'avais pas pris de vacances. Et là, récemment, j'ai pris 2 semaines de vacances. Et quand je suis rentrée, bah, j'avais le même chiffre d'affaires que le mois dernier, juste, mais je m'étais mieux organisée pour anticiper mes vacances. Et du coup, je suis partie en vacances, l'esprit hyper libre, quoi. Et demain, c'est un truc de nana, ça aussi. Par exemple, en fonction de mon cycle, je vais avoir des semaines où je vais être moins productive et je vais moins bosser. Et bah, s'il y a un jour où j'ai pas envie de bosser parce que je suis fatiguée, que j'ai pas envie, que le moral va pas, bah, je peux le faire. En fait, ça m'enlève une grosse charge mentale. En termes de charge mentale, avoir cette aisance financière-là, c'est exceptionnel pour avoir des semaines plus tranquilles. Par Mm. rapport à ton parcours dans sa globalité, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Oh, de pas avoir lâché. De vraiment pas avoir lâché le morceau. J'ai eu 15 000 raisons l'année dernière de lâcher parce que j'arrivais pas à faire du chiffre. En plus, j'étais en Asie et j'avais pas d'argent, donc je profitais pas et je voyais mes potes y arriver et c'était terrible. Donc là où je suis le plus fière, c'est de ne pas avoir lâché le morceau et d'avoir cru le peu de confiance en moi, de l'avoir gardé et d'y être allé à fond, quoi. Je pense que j'aurais regretté toute ma vie d'avoir abandonné si j'avais abandonné l'année dernière. Sûr. Tu sais identifier ce qui fait justement que t'as pas lâché. Alors il y a la confiance, l'investissement de tout ce qui te reste de confiance. C'est rigolo, tu parles de la confiance comme des dernières économies, tu vois. Je balance Ouais. mon dernier quota de confiance dans le fait de pas lâcher. Il y a d'autres trucs qui t'ont aidé? Bah, déjà, l'entourage et le réseau, avoir investi dans les formations pour... mais ça, c'est juste une question de compétence. Hmm. Vraiment, ce qui m'a aidé, c'était qu'à chaque fois que je me disais que j'allais lâcher, je me disais, mais là, si je lâche, demain, il faut que je recommence à envoyer des CV dans des boîtes où ça va pas me plaire parce que c'est pas pour moi. Certainement pour un boulot qui va me gonfler. Et ça m'angoissait plus que de pas avoir d'argent. Donc j'ai continué, quoi. Vraiment avoir un quotidien qui me ressemble pas,
c'était beaucoup plus angoissant pour moi que de me prendre un mur parce qu'on n'avait pas acheté ma formation, quoi. C'est vraiment le projet au service de la vie que tu vas avoir. C'est le projet pro au service du projet de vie. Ouais. Mais parce que moi, en tant que femme, ça m'a changé. Ça fait la femme que je suis aujourd'hui, tu vois. J'aurais certainement été ultra malheureuse dans une vie mieux rangée, avec un boulot cool et des tickets resto, que là, bon, bah, effectivement, parfois je pleure sous ma douche parce que je suis fatiguée et je sais pas ce que je suis en train de faire et j'ai peur. Mais en même temps, quand tu réussis et que tu vois que ton chiffre grossit et puis que tu as de l'impact sur les gens, pour moi, c'est 15 fois plus gratifiant que d'avoir une sécurité, entre guillemets, bah parce que c'est plus safe aux yeux de tout le monde et que c'est comme ça que la majorité fait, quoi. Je préfère être bizarre et prendre des risques que d'être comme la majorité, mais malheureuse, quoi. Et c'est vraiment les montagnes russes émotionnelles avec des bas qui sont très bas, des hauts qui sont très hauts, mais du coup, il Ouais. y a plus de zone de vrai calme, tu vois, à part sur certaines Ouais. périodes de vacances. Ouais, mais il y a plein d'histoires à raconter comme ça. Tu peux appeler quelqu'un en disant: «Oh, j'ai pleuré pendant 4 jours, je te raconte pas». Puis en fait, tu prends du recul et tu te dis: «Mais non, mais c'était ridicule, c'est comme ça fait partie du jeu, quoi». Et justement, c'est quoi ton but ultime? Comment tu sauras que tu as gagné le jeu? Alors moi, j'ai quand même l'impression que beaucoup d'entrepreneurs se disent quand moi je pensais que j'allais gagner le jeu là avec mes 5 000 et en fait à chaque fois tu dis si je fais ça je gagne le jeu, bah en fait t'as envie de passer à un autre niveau et t'as envie limite de recommencer le jeu, donc t'y retournes et tu refais d'autres choses. Donc je sais pas si on le gagne le jeu, on le joue sûr et certain, est-ce qu'on le gagne, je sais pas. Je sais pas s'il y a une récompense à la fin, je suis pas sûre. Là, c'est vraiment le plaisir de passer au niveau suivant et de voir ce qui se passe Ouais. après. Ouais, d'aller tester encore plus, et de voir jusque de quoi tu es capable, quoi. Puis si à un moment donné, tu vois tes limites, c'est OK. Mais j'ai l'impression qu'il y a jamais de fin. Aujourd'hui, on est le 29 avril 2024 au moment de l'enregistrement. L'épisode va sans doute sortir un petit peu plus tard. Si tu te projettes, par exemple, dans 5-6 ans, Oh! pour la Betty qui voudrait écouter cet épisode, par exemple, le 29 avril 2030, si tu envoies un petit Heu, message capsule comme ça ressemble à quoi? heu, alors, si je devais lui envoyer un message capsule: «Bravo pour notre premier livre, c'est super». Et puis, j'espère que dans 5-6 ans, j'aurai aussi trouvé l'endroit où je veux m'installer. Parce que le nomadisme, c'est cool, mais je sais très bien qu'à un moment donné, et que j'aurai enfin, cette maison avec, toute ma bibliothèque dans mon salon et que je continuerai à inspirer des gens, comme on dit que j'inspire et que je continuerai à écrire tous les jours comme je le fais maintenant, quoi. Et à voyager comme j'en ai envie aussi, parce que c'est cool. Et c'est vraiment un gros moteur, l'écriture, du coup, pour toi. C'est J'ai l'impression que c'est 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 vraiment au centre. c'est le seul talent que j'ai. Je suis super douée. C'est le seul truc pour lequel je dis que je suis douée dans la vie, parce que je le sais, ça se voit, on me le dit et j'en suis convaincue. Et j'ai plein de choses à dire. Donc vraiment, c'est le seul truc dans ma vie où genre l'écriture, ça me fait me lever le matin, quoi. Ouais. Est-ce que j'ai oublié de te poser une question que t'aurais bien aimé que je te pose et tu sais que ça aurait pu aider les auditeurs? Alors je réfléchis, une question que j'aurais bien aimé que tu me poses. Attends, il y a un truc qui me vient en tête. Ouais. Ouais, oui. Est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde? Yes. Et Et du coup, moi, tu je réponds quoi? suis pas certaine. J'ai un doute là-dessus. Moi, je pense que c'est fait quand tu as vraiment un rêve, une ambition et que tu es ultra déterminé, peu importe les moments compliqués par lesquels tu vas passer. Mais moi, je vois plein de gens autour de moi à qui ça conviendrait pas et ça leur va très bien comme ça, tu vois. Je pense que dans l'entrepreneuriat, il faut quand même avoir une sacrée paire de... Tu vois ce que je veux dire? Faut en avoir une. Faut avoir Ouais. une sacrée paire, quoi. Et faut avoir un grain aussi. Un peu, je pense. Faut être fou un peu. Faut Et être on un n'est peu pas fou, tous ouais. comme ça. Ouais, faut être un peu fou, je trouve. Et, et en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas l'accomplissement ultime d'une vie qui fait de toi quelqu'un d'exceptionnel. Il y a des gens qui réussissent très bien et qui ont un impact énorme sur les gens en étant en CDI et en construisant d'autres choses. Donc, je suis pas convaincue que l'entrepreneuriat soit fait pour tout le monde. Il y a vraiment plusieurs niveaux. J'ai l'impression que c'est lié directement à une quantité de risques qu'on prend Ouais. et aux émotions qu'on va devoir encaisser au quotidien, tu vois, entre le salariat, le freelance qui vend quand même son temps et Mm. l'entrepreneur qui va décorréler son temps de ses projets, de ses rentrées et potentiellement passer plus de temps sur des activités qui rapporteront peut-être jamais rien, Ouais, mais qui dans sa tête ont un sens à un instant T et qu'il faut quand même le tenter parce que c'est indispensable. c'est ça. Mais il y a quand même quelque chose qui est très porté de l'ordre de la vision, de l'intuition. Mm. Et donc, un Ouais, gros pari. Et puis,
J'ai remarqué un point commun, qui m'a fait comprendre pas mal de trucs chez les entrepreneurs, c'est j'ai l'impression que la majorité quand même ont un espèce de désir de revanche sur la vie ou une vengeance, tu sais, cette espèce de volonté de faire les choses par eux-mêmes, quoi. Hmm. Il y a une indépendance justement chez les entrepreneurs qui est très très forte. Et on l'a pas tous. C'est un petit peu ça, et dans un système qui le permet pas tout le temps d'ailleurs, ou qui le comprend pas tout le temps, ou qui le juge pas très bien. C'est vraiment Ouais. se dire, tiens, on prend les rênes, ça va être bizarre pour beaucoup, ça sera pas toujours accepté. Les premiers réseaux que tu as intégrés, les premières communautés, les premiers contacts que tu as pu faire quand tu t'es lancé, qu'est-ce qui a été le point de déclic sur je vais aller parler à d'autres gens qui font comme moi, peut-être pas forcément dans le ghostwriting, mais qui sont dans une notion d'entrepreneur. C'était quoi le point de déclenchement pour toi? Je sais plus comment j'ai trouvé ça, peut-être sur LinkedIn, mais je suis tombée sur ma première communauté, ça s'appelle Tapote Freelance, qui a été créée par Emeline Lécuyer et qui est en gros une communauté d'entrepreneurs femmes. Et effectivement, il y a quand même ce besoin chez moi au départ de parler à des femmes dans l'entrepreneuriat. Parce que les plus gros modèles qu'on a en ligne, c'est des hommes. Mais il y a quand même une différence fondamentale. Les hommes n'ont pas les mêmes difficultés que les femmes dans l'entrepreneuriat. Et j'avais vraiment eu ce besoin-là de parler à d'autres femmes. Et c'est là que j'ai compris tout ce truc de prospection, de créer du contenu, de tu peux te vendre cher aussi. T'as des choses à dire, tu peux le faire. Et là, ça a été le premier déclencheur qui date d'il y a 2 ans, je crois, où j'ai pris un autre virage et aussi parce que je travaillais pour une agence web avec qui ça se passait super mal et j'avais qu'une seule envie, c'était de me barrer, donc il fallait que je trouve un moyen d'avoir d'autres clients, quoi. Et justement, le fait de réussir à pinpointer les difficultés spécifiques aux femmes, ça a permis de faire sauter quelle première croyance ou qu'est-ce que ça t'a permis de développer qui t'a permis ensuite d'être plus à l'aise dans ton rôle? Ça m'a aidé et surtout grâce aussi à pas mal de créatrices de contenu sur LinkedIn et tout, à passer le pas de me montrer, de faire de mon image euh, quelque chose de vraiment hyper important dans mon business. Parce que si je vends aussi, c'est certainement grâce à qui je suis. Et quand t'es une femme sur Internet, c'est super compliqué de se montrer. Et puis t'as aussi pas mal ce truc de, bah, tu sais, moi je l'ai bien vu, hein, il y a parfois au début quand je me suis lancée, quand je parlais de mes prix à des ou de ce que j'arrivais pas à vendre à des collaborateurs hommes, bah il y a pas mal de fois où c'était mes concurrents hommes qui avaient les contrats et pas moi parce que on n'avait pas envie de me payer plus que ça ou j'avais pas les compétences. Et enfin, tu vois, et c'est quand t'es une femme, c'est plus compliqué. Et le pire, c'est quand t'es une femme et que t'as des ambitions et en plus que tu le dis, c'est encore moins facile. Donc me dire qu'il y avait d'autres nanas qui le faisaient et qu'on allait se soutenir, ça m'a beaucoup aidé. Il y a cette notion de soutien qu'on retrouve beaucoup oui, sur Ouais, les de se cercles. Parce qu'on voit beaucoup de gens qui se posent la question, bah, pourquoi il n'y a pas de groupe d'hommes ou de cercle d'hommes, d'entrepreneurs, tu vois pourquoi la mixité ou la non-mixité, on la trouve que dans un sens et pas dans l'autre. Mais parce qu'on n'a pas les mêmes. Un homme qui se lance, mais même un homme dans tous les pans de sa vie, je veux dire, un homme à 30 ans, on va pas le faire chier parce qu'il n'a pas d'enfant, alors que moi, si. Il y a plein de difficultés auxquelles nous on fait face, auxquelles vous faites pas face. Et comme vous faites pas face à ces difficultés-là, c'est beaucoup plus compliqué pour vous de le comprendre. Et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique là-dedans. Et c'est complètement OK de pas le comprendre parce que c'est pas votre quotidien. Mais en fait, tout est dans l'importance de parler avec des gens qui te comprennent et qui sont passés par tes difficultés à toi, qui du coup Clairement. ont les clés pour t'aider à passer les obstacles. Mais moi, j'ai des mentors qui sont, enfin, tu vois, je suis dans la communauté de Thibault Louis. Thibault, il a pas mes difficultés, mais il m'a aidé quand même. Mais je trouve que c'est bien de pouvoir avoir ces personnes-là qui sont vraiment en phase et qui sont passées par les étapes par lesquelles tu passes. Et parfois, bah, moi, je dois parler à des femmes parce qu'elles comprendront mieux qu'un homme. Clairement. C'est savoir activer les bonnes ressources au bon moment en fonction de ce dont tu as besoin aussi. C'est ça. Et Exact. c'est un truc qu'on retrouve beaucoup sur tiens, est-ce que j'ai qu'un son de cloche ou est-ce que j'en prends plusieurs? Ça va me permet de développer aussi une forme d'esprit critique. Est-ce que ça va me permettre d'avoir plusieurs clés de lecture différentes à un instant où j'en aurais besoin? Être Ouais. comment élargir un petit peu la vision, les horizons? Il faut toujours avoir plusieurs sons de cloche parce que parfois certains n'auront pas le même avis que toi ou la même vision. Et du coup, souvent, c'est quand c'est des gens qui ont d'autres clés et qui n'ont pas la même vision que toi qui vont peut-être t'aider aussi. Euh, non, c'est super important alors, je trouve ça très important d'avoir un partenaire de vie de freelance.
T'es genre un copain à qui tu parles de tout le temps et à qui tu peux aller te plaindre de temps en temps pour reprendre un bon coup de boost, tu vois. Mais c'est aussi super important de parler à des gens un peu différents de toi et d'essayer de comprendre est-ce que le point de vue opposé de moi pourrait peut-être m'aider ou pas, tu vois. Parce que parfois, les points de vue opposés, ils vont t'apporter des clés que tu n'avais pas au départ et tu vas peut-être mieux comprendre une situation qu'une autre. Yes. C'est vraiment rester dans cette optique d'écoute aussi et de se dire Ouais. qu'est-ce que j'en prends, qu'est-ce que j'en prends pas, mais ça commence d'abord par aller écouter des points de vue différents, voire parfois opposés, qui ont peut-être des composantes utiles pour ce qu'on fait. Ouais. Puis ça aide à faire de meilleurs choix par la suite, je trouve. Parce que du coup, tu te nourris de plein de choses. Et après, le jour où tu as une décision à prendre, tu as plus de clés que si tu te confortais à un mini-cercle. Ouais, c'est super important. Ouais. On arrive sur la fin de l'épisode. Première question, t'aimerais bien que je reçoive qui dans ce podcast pour la suite? J'aimerais bien que tu reçoives... Oh là là, il y a tellement de noms qui me sortent en tête, là. T'as le droit à 5, 5 max. À ça. Voici déjà, je pouvais écouter genre Juliette Cadeau, Mélissa Osmani, Bérangère Gonzalez, Louis Devévert, qui est coach sportif, et Laurine Bemer. Mais après, j'ai plein d'autres noms aussi. Il y a plein de gens que j'ai pas cités. J'ai envie de citer tout le monde. Il y en a plein. Yes. Les gens qui nous ont écoutés, pour quelles raisons ils peuvent avoir envie de te contacter et ils te contactent comment? Alors, ils peuvent avoir envie de me contacter s'ils ont besoin d'un coaching pour LinkedIn ou d'un accompagnement sur 3 mois où on va travailler la stratégie et où moi j'interviendrai en tant que prof de copywriting. Donc on travaille la stratégie, le branding et puis pendant 3 mois je corrige les posts, mais je t'apprends surtout à les écrire. Et ils peuvent me contacter sur LinkedIn directement en MP ou en cliquant sur le petit lien dans mon profil. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les semaines, les mois, les années à venir? De la paix d'esprit. Et du repos encore. Mais bon, toujours du chiffre d'affaires et des clients et tu vois. De toute façon, Ouais, l'un ne ouais. va pas sans l'autre, hein. Il faut un peu de C'est CA quand ça. même pour être bien, bien tranquille dans son C'est esprit. ça, exactement. Ça reste quand même une forme d'énergie. Si t'en as pas, c'est comme quand t'as pas d'air, au bout d'un moment, tu t'inquiètes de l'asphyxie. Exactement. Donc bon, quand même. Yes, bah écoute, on te souhaite beaucoup de CA, beaucoup d'écriture, beaucoup de paix d'esprit. En tout cas, merci d'avoir Merci. été mon invité aujourd'hui. Avec plaisir. On mettra Merci tes beaucoup. coordonnées dans la description de l'épisode. Et encore merci. Avec plaisir. Ciao. Salut. Tu viens d'écouter l'épisode numéro 4 de Mindset. C'était Bettina Sertori qui nous a parlé de son parcours, de ses projets, de scale, de nomadisme. Tu pourras retrouver toutes ses coordonnées en description de l'épisode. J'espère que tu as passé un bon moment et que l'épisode t'a donné des clés et des idées à exploiter dans ta vie et dans ton business. La semaine prochaine, je recevrai Charles Elias Farah qui nous parlera de comment il a créé un média autour de l'éducation financière. D'ici là, tu peux venir papoter avec moi par mail, LinkedIn ou sur Insta et me laisser un avis ou un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine.